Pendant une tempête violente en mer Baltique, les passagers et l'équipage entendent un fort bruit métallique à l'avant du ferry amiral de l'Estonie. C'est une nuit de septembre froide et orageuse, et le MS Estonia se trouve dans des conditions périlleuses. Une action rapide est nécessaire pour l'empêcher de couler. Mais le moment crucial pour éviter la catastrophe est manqué, et l'eau commence à envahir le navire. Le navire se remplit rapidement de plus d'eau et coule rapidement sur le côté sous la ligne de flottaison. Les passagers se bousculent pour fuir vers le pont extérieur. Peu y parviendront. Le MS Estonia était un ferry de croisière construit en 1980 pour la compagnie finlandaise Radiri Apsali par Maja Vaft à Papenburg, en Allemagne de l'Ouest. Au cours des années 1980 et au début des années 90, il a été exploité sur des lignes de ferry entre la Finlande et la Suède par différentes compagnies. En 1986, un passager a été assassiné à bord. En 1987, un autre meurtre et une tentative de meurtre ont eu lieu. En 1993, il a été vendu à Nordstrom et Tullin pour être utilisé sur la ligne Tallinn-Stockholm de S-Line, la dernière route qu'il emprunterait. Le MS Estonia était le plus grand navire de l'Estonie à l'époque. Avec une capacité de 2000 passagers, il pouvait également transporter du fret et jusqu'à 460 voitures. Il avait 11 ponts avec des installations pour les passagers situés sur les ponts 1, 4, 5 et 6. L'équipage disposait des ponts 7 et 8, et les ponts 2 et 3 étaient fin réservés aux voitures et aux fret. L'Estonia était un ferry roulier avec un accès pour véhicules par la proue. La proue était équipée d'une visière s'ouvrant vers le haut et d'une rampe rétractable pour voitures qui était positionnée à l'intérieur de la visière lorsqu'elle était fermée avec un joint étanche. À 19h15 le 27 septembre 1994, le MS Estonia quitte Tallinn, en Estonie, à destination de Stockholm, en Suède, pour son trajet habituel. Il a un léger retard, mais personne n'est au courant d'aucun problème. Il est attendu à Stockholm le lendemain matin, comme prévu. 989 personnes sont à bord. 803 sont des passagers principalement de Suède. 186 sont des membres d'équipage principalement estoniens. Le nombre réel pourrait même avoir été plus élevé. Le navire est entièrement chargé et il gîte légèrement sur tribord à cause d'une mauvaise répartition de la cargaison. Une tempête se prépare et le temps se détériore. Dans ce qui deviendra finalement un coup de vent de force 8, les rafales de vent sont fortes et les vagues sont hautes. Il pleut et il fait froid. Les températures sont autour de 10 degrés Celsius. Ce n'est pas forcément inhabituel pour la mer Baltique à cette période de l'année. Même si cela posera problème au MS Estonia, les gens ne s'inquiètent pas de la météo. Tous les ferrys à passagers prévus en mer dans la région sont partis malgré la météo. Au début, tout se passe comme prévu. Il est minuit. Le second capitaine du MS Mariella, un ferry à proximité, estime la vitesse de l'Estonia à environ 14,2 nœuds. Les officiers d'un autre ferry à proximité, le MS Silja Europa, estiment également sa vitesse entre 14 et 15 nœuds. Certains passagers s'inquiètent du fait que le navire va trop vite compte tenu des conditions de tempête. Certains souffrent du mal de mer, d'autres s'inquiètent de la capacité du navire à affronter ces conditions. Le MS Estonia continue malgré tout. À 1 heure, le temps est toujours mauvais. La vitesse du vent est comprise entre 55 et 90 km par heure. Cela équivaut à 4,7 à 8 sur l'échelle de Beaufort. La hauteur des vagues reste également importante, atteignant entre 4 et 6 mètres si. À 1h10, l'Estonia se trouve à la périphérie de l'archipel de Turku. Certains passagers se trouvent dans les bars et restaurants du navire, ou bien ils sont à la discothèque. Certains se sont retirés dans leur cabine, fatigués ou malades du mal de mer. Le premier signe de problème survient lorsqu'un grand bruit retentit, suivi d'un son métallique inquiétant à la proue du navire. On suppose que le bruit a été causé par une vague puissante frappant la visière de la proue, mais il n'est pas clair si le navire est endommagé. À ce moment-là, le capitaine sur la passerelle, Arvo Andersson, a encore le temps d'éviter une catastrophe. S'il ordonne de réduire la vitesse du navire, l'eau n'entrera pas par l'avant. S'il fait inspecter la visière et la rampe du navire, il verra qu'elles sont gravement endommagées. Au lieu de cela, la seule inspection de la visière et de la rampe qui est effectuée consiste à vérifier les voyants lumineux qui signalent que la rampe s'ouvre ou se ferme. Le contrôle ne révèle rien, et l'équipage suppose que tout va bien.
Le navire maintient sa vitesse à plus de 14 nœuds. Au cours des 10 minutes suivantes, d'autres bruits sont entendus par les passagers et l'équipage du navire à la proue. Les verrous de la visière du navire ont cédé sous la pression des vagues de la tempête. La visière s'est détachée du reste du navire et a entraîné la rampe derrière elle, la laissant entr'ouverte. La visière et la rampe sont arrachées à des endroits qui ne déclenchent pas d'alerte d'ouverture ou de déverrouillage sur la passerelle. Le problème n'apparaît pas sur les voyants lumineux. Le premier bruit métallique est très probablement le son du mécanisme de verrouillage inférieur de la visière qui cède. Les bruits suivants proviennent de la visière qui cogne contre la coque du navire alors qu'elle s'ouvre et se referme en bougeant pendant que le navire affronte la mer agitée. Le navire est dangereusement exposé à l'eau qui s'engouffre par la proue et aucune mesure n'a été prise. Pour aggraver les choses, l'équipage ignore toujours la situation pendant les événements. L'équipage sur la passerelle ne voit pas la visière depuis leur position. La rampe intérieure est sous surveillance vidéo, mais l'écran de contrôle sur la passerelle n'est pas visible depuis le poste de commandement de l'équipage. L'équipage ne peut pas voir alors que la situation passe de mal en pis. À 1h15, les autres verrous de la visière cèdent et elle se détache complètement du navire. Alors qu'elle est arrachée, elle déchire la rampe de chargement située derrière elle. L'eau s'engouffre dans le navire, qui prend immédiatement une forte gîte sur tribord de 15 degrés. L'Estonia commence à couler. Avec la visière et la rampe ouvertes sur la mer, l'eau inonde le pont des véhicules de l'Estonia. En tant que ferry roulier, l'Estonia est particulièrement vulnérable au chavirement. Ceci est dû au fait qu'une grande quantité d'eau sur le vaste pont des véhicules entraînera une catastrophe. Ce n'est pas seulement parce qu'un pont de véhicules peut contenir un grand volume d'eau. C'est aussi à cause de ce qu'on appelle l'effet de carène liquide. C'est lorsque le mouvement tourbillonnant de l'eau sur un grand pont ouvert empêche un bateau de se redresser après avoir roulé avec une vague. L'Estonia subit cet effet de carène liquide et prend rapidement plus d'eau. Le niveau de l'eau monte rapidement et le navire gîte de plus en plus. Il s'enfonce rapidement sous la surface et une lutte désespérée pour survivre commence parmi les passagers du navire. Ils n'ont que quelques minutes pour s'échapper du bateau. Alors que le navire gîte, les escaliers se remplissent de passagers et il devient difficile de les emprunter avec le navire à un angle aussi prononcé. Les meubles et l'équipement tombent sur les passagers, les piégeant dans le navire. Les murs deviennent des planchers, rendant impossible de savoir où se trouve la sortie. Les passagers paniquent et luttent pour fuir. Certains restent figés sur place, ne sachant pas quoi faire. D'autres n'arrivent pas à traverser les couloirs bondés. De nombreux membres d'équipage aident les passagers à s'échapper, formant des chaînes humaines pour s'entraider à quitter les couloirs escarpés. Peu d'entre eux réussiront toutefois à atteindre la surface. L'équipage sur la passerelle commence à essayer de gérer la situation, mais il est déjà trop tard. À 01h20, alors que la lutte pour la survie s'intensifie à bord de l'Estonia, l'équipage finit par donner l'alerte. Sur le système de sonorisation du navire, une voix féminine calme annonce en estonien « Alarme, alarme, il y a une alarme sur le navire ». Ceci est immédiatement suivi par une alarme interne destinée à l'équipage. Une minute plus tard, le signal d'urgence générale retentit. À 01h22, l'équipage du navire tente d'envoyer un appel de détresse Mayday, mais il n'arrive pas à transmettre un message clair. Europa, Estonia. Silla ? Europa, Estonie, ici Cilia Europa, je réponds sur le canal 16. Un appel Mayday suit un format standard pour établir plusieurs informations clés. Mayday, le nom du navire, la position, la nature de l'urgence et le nombre de personnes à bord. Estonie, Mayday. Mayday. Si toutes ces informations sont diffusées sur le canal 16, alors tous les navires à proximité sauront exactement à quel point la situation est grave et comment réagir. Estonie, Cilia Europa, lancez-vous un Mayday. Si certaines de ces informations manquent, la réponse pourrait ne pas être proportionnelle à la gravité de la situation, ou elle pourrait être retardée le temps de recueillir plus d'informations. Estonia, que se passe-t-il? Pouvez-vous répondre? L'Estonia adresse un appel au MS Cilia Europa, et ce n'est qu'après avoir établi le contact avec leur équipage que l'opérateur radio de l'Estonia prononce le mot Mayday.
L'opérateur radio du MS Silja Europa, le premier officier Taio Sapelin, répond en anglais « Estonia, appelez-vous Mayday ?» Après cela, la voix du troisième officier de l'Estonia, Andrés Tomes, prend le relais sur l'Estonia et la conversation change de langue pour se terminer. Le troisième officier, Tomes, dit que le navire gîte entre 20 et 30 degrés, mais qu'ils ont perdu l'électricité et qu'il ne peut pas donner leur position immédiatement. Cela retarde le sauvetage et, pour les 989 personnes à bord, chaque minute compte. Leur système de navigation habituel ne fonctionne pas. Le seul qui fonctionne est le GPS qui affiche la position du navire même en cas de panne de courant. Mais il se trouve du côté tribord de la passerelle du navire, ce qui est difficile d'accès car le navire gîte fortement. Quelques minutes plus tard, Tomé sur l'Estonia parvient à transmettre leur position au premier officier s'appelant sur le Silja Europa. Soit le courant revient sur la passerelle, soit quelqu'un sur la passerelle, peut-être Tomé, parvient à descendre jusqu'au GPS. L'Estonia transmet enfin sa position au MS Silja Europa par radio, mais il manque encore des informations essentielles dans leur message de détresse. Ils ont maintenant donné leur position et mentionné que le navire gîtait entre 20 et 30 degrés. Les navires dans la zone sauront que c'est grave, mais Tomé n'a pas vraiment transmis à quel point la situation est critique, qu'il y a 989 personnes à bord et que le navire coule rapidement. J'imagine que Tomé est sous le choc. Il doit lutter contre son instinct de fuir le navire qui coule, mais il reste à son poste. Sous le pont, la situation passe de mal en pis. L'eau monte à l'intérieur du navire. Après que le navire commence à gîter, l'eau de mer s'engouffre par les fenêtres des cabines passagers et par les immenses baies vitrées du pont 6. L'eau s'écoule à travers les panneaux du plafond, les cages d'escalier et les couloirs alors que le navire gîte davantage sur tribord. Les vagues s'écrasent sur les ponts qui ne sont pas encore submergés. L'eau se précipite sur les ponts inférieurs. Les passagers affrontent les torrents qui envahissent couloirs et escaliers inclinés pour rejoindre le pont extérieur. Ils luttent contre l'eau et la foule dans les couloirs encombrés. Des personnes sont piégées partout dans le navire. D'autres fenêtres cèdent sous le poids des sièges. À 1h30, le navire a basculé à 60 degrés. Des centaines de passagers sont piégés sous la ligne de flottaison. Peu après 1h30, l'Estonia envoie son dernier message radio en finnois pour dire « Vraiment grave, la situation est vraiment grave en ce moment ». À 1h50, l'Estonia est toujours seul et il gîte à 90 degrés. Puis il glisse sous la surface et disparaît des écrans radars des navires présents dans la zone. Il coule dans les eaux internationales à environ 22 000 nautiques de l'île d'Utö au large des côtes finlandaises et repose sur le fond marin à une profondeur de 83 mètres. Pendant ce temps, les secours arrivent alors que les survivants dérivent dans les eaux glacées de la mer Baltique. Un tiers des personnes qui parviennent à s'échapper meurent d'hypothermie avant même l'arrivée des secours. Les survivants s'agrippent aux corps inanimés dans leurs radeaux, cherchant désespérément la chaleur éphémère qu'ils apportent. Le Centre de coordination du sauvetage maritime de Turku gère les opérations de recherche et de sauvetage. La mer Baltique est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde, avec 2000 navires en mer à tout moment. Les sauvetages dépendent de l'aide des ferries et bateaux proches. Des hélicoptères peuvent également être envoyés pour aider à rechercher des survivants. Ce dispositif a fonctionné pour le nombre relativement faible de naufrages qui se sont produits dans la Baltique avant ce jour. Le nombre plus faible de passagers lors des naufrages précédents a peut-être aidé, mais l'Estonia coule rapidement avec 989 personnes à bord. Pour aggraver les choses, le MS Mariella signale un pan-panne au centre de coordination des secours de Turku. Alors qu'un appel Mayday concerne spécifiquement une situation d'urgence mettant la vie en danger et nécessitant une action immédiate, un pan-panne ne reflète pas la gravité de la situation. Il est utilisé lorsqu'un navire a besoin d'aide et que la situation est urgente, mais qu'il n'y a pas de menace immédiate pour la vie. Alors que l'Estonia coule, le centre de coordination des secours de Turku n'a toujours pas accusé réception d'un Mayday de l'Estonia. C'est très probablement parce que l'Estonia n'a pas été très claire lors de son appel Mayday initial. S'ils avaient clairement lancé un appel Mayday en précisant qu'ils étaient en train de couler avec 989 personnes à bord et en donnant leur position, alors les navires dans la zone auraient immédiatement compris la gravité et l'ampleur de la situation. À 02h12, le Mariella est le premier des 5 ferries à arriver sur les lieux de l'accident.
Ils évaluent la situation et à 02h30, une urgence générale est enfin déclarée. Mais le Mariella ne peut pas s'approcher du centre de l'accident. La nuit les empêche de bien voir les eaux. S'ils approchent du centre de l'accident avec leur moteur, ils risquent de blesser des survivants avec l'hélice. À 03h05, le Mariella met à l'eau ses radeaux de sauvetage ouverts à l'aide de treuils. 13 rescapés des radeaux de l'Estonia sont transférés avec succès sur le Mariella. Ces personnes signalent l'emplacement des autres radeaux à l'équipage du Mariella, qui transmet le message aux équipages des hélicoptères et aux autres navires en route. 2 hélicoptères de la garde frontière finlandaise, le Super Puma et l'Augusta Bell, commencent à secourir les passagers dans l'eau. Pendant le sauvetage, ces hélicoptères doivent atterrir sur les ponts des ferries impliqués. Le pilote du Super Puma signale que l'atterrissage sur les ferries est difficile et dangereux. Malgré cela, son hélicoptère récupère 44 personnes dans l'eau. Le MS Isabella sauve 16 personnes grâce au toboggan de sauvetage du navire. Au total, 137 vies sont sauvées lors de l'opération de sauvetage. Seuls 94 corps sont récupérés de l'épave. Au total, 852 vies ont été perdues. La liste des passagers suggère qu'il pourrait y avoir eu 69 passagers supplémentaires qui ne sont pas comptabilisés. Il se peut donc qu'il y ait eu encore plus de morts cette nuit-là. C'est la pire catastrophe maritime en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le naufrage du MS Estonia a eu un impact majeur sur la sécurité des ferries. Tout comme avec le RMS Titanic, en 1912, des changements ont été apportés aux réglementations générales de sécurité et de radeaux de sauvetage sur les ferries. Des amendements ont été apportés aux normes de veille. Toutes les balises de détresse ou radiobalises de localisation d'urgence doivent désormais se déployer automatiquement. Sur l'Estonia, elles devaient être activées manuellement et cela n'a pas été fait. Si elles avaient été activées automatiquement, il aurait été immédiatement évident que le navire était en détresse et sa localisation aurait été claire. De nouvelles règles sur les radeaux de sauvetage pour les navires inclinés par gros temps ont aussi été introduites. Comme pour la plupart des accidents, la série d'événements a commencé par un incident majeur qui n'a pas été immédiatement reconnu. Lorsque la première verrou de la visière a cédé, seule la lumière du témoin a été vérifiée. L'équipage n'a pas vérifié physiquement l'intégrité du navire. À ce moment-là, ils auraient pu arrêter de naviguer face à la mer agitée. S'ils étaient même passés en marche arrière et avaient reculé dans la tempête, alors l'eau ne serait pas entrée sur le pont et le navire serait resté stable. Ayant manqué cette occasion, la gravité et l'emplacement de l'incident n'ont pas été clairement communiqués dans un appel Mayday. Ensuite, un appel PON a été relayé depuis un navire à proximité, ce qui minimise l'incident. Le troisième officier du MS Estonia, Andrés Tamez, que nous avons entendu lors de l'appel Mayday, a péri avec le navire qui coulait. Même avec la perte effarante de 852 vies dans la plus grande catastrophe de ferry d'Europe, cela n'approche pas le nombre de vies de perdues sur le Donja Paz. Je vais laisser un lien vers cette histoire ici.